Les meneurs, segment sur le banc, épisode 12. Aujourd'hui, on reçoit Félix Bibeau, ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a gagné une Coupe Memorial. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonheur, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la glace, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On s'y vise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. Au fond, c'est des forceurs. Bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight and can clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. Wow! Show them, Marty, show them! Je pense qu'il a prouvé à tout le monde que Martin qui était capable, hein? Ouais, il l'a prouvé en tant que joueur, puis il est en train de le prouver en tant que coach. Fait que quel homme! Puis ça donne des frissons pour commencer ça un lundi matin, Kev, parce qu'aujourd'hui, c'est lundi matin, même si les gens nous écoutent lundi soir. On prend notre café, puis on va aller jaser avec un ancien membre des Huskies qui est aujourd'hui assistant-entraîneur chez les Saguenayens de Chicoutimi, qui a même gagné une Coupe Memorial en 2019 comme joueur chez les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est assez fabuleux. Puis lui, il a pris sa retraite assez tôt pour se diriger vers une carrière d'entraîneur. Puis j'ai hâte de parler de ça avec lui en calice. Oui, vraiment, c'est un individu au parcours atypique, on va dire ça comme ça. Mais on aime ça, les parcours atypiques. Fait après ça, il vient nous jaser ça, puis ça nous fait des bons sujets. J'ai vraiment hâte d'y jaser. Ça a l'air d'être un individu vraiment inspirant, puis en harmonie avec ses valeurs. C'est mon feeling, parce que j'ai hâte d'aller jaser, Jeff. Ouais, moi aussi. Puis avant d'aller jaser, Kev, on doit parler de la gabière. Oui, ce matin, parce que je ne boirai pas ma bière, mais je vais vous la présenter, la rhubarbe framboise sans alcool. Personnellement, c'est mon design de canette préféré, mais c'est pas juste le design qui est beau. La bière est bonne en maudit. Je vous la recommande après une bonne journée de travail, surtout avec les canicules, ce temps-là. Là. Ça rafraîchit, Jeff. Fait que toutes les occasions sont bonnes pour consommer de la bière sans alcool. Ben, moi aussi, je vois qu'une bière très rafraîchissante, Kev. Puis celle-là, c'est une brassée maintenant de la gabière, mais qui est anciennement le trèfle noir de Rouyn-Noranda. Mais la gabière a acheté trèfle noir. Tu me suis dans ce que je dis, hein, Kev? Absolument, absolument. Parfait. La canette est belle. Honnêtement, je ne l'ai pas malheureusement en stock, celle-là, là, mais il faudrait que je me laisse surpris. Puis c'est une sûre salée, fait que bien froid, là, c'est bon en esti, sans alcool évidemment, parce que nous, on aime ça, la sans alcool, on ne boit plus d'alcool, Kev. Exactement, fait que sans plus tarder, nous accueillons Félix Bibeau. Salut les gars. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Yes, merci de venir faire ton tour au meneur, c'est un honneur de te recevoir. Merci, je suis très content d'être là.
Moi, je veux rentrer quand même assez vite dans une question qui me chicote, Félix, à ton sujet. Tu as 27 ans, petit gars de Mercier, retraité du hockey professionnel à 23 ans. Comme joueur de Moi, hockey. comme joueur de hockey, exactement. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé vers cette décision-là de prendre ta retraite à un jeune âge pour t'en aller vers la carrière de coach? C'est un peu un mix de plein de choses. Mes années dans la Ligue américaine et dans la East Coast ont été quand même assez difficiles, que ce soit au niveau là, de mon jeu ou sur les blessures vraiment. Mais de mon côté, c'est au niveau des genoux là, que ça a toujours été un problème un petit peu. J'aurais pu continuer à jouer, c'est certain, que ce soit peut-être dans la East Coast, dans la Ligue américaine, en Europe. Puis au même moment que j'étais un peu en questionnement, Yannick Jean, qui est le coach et GM à Chicoutimi, m'avait déjà tendu une perche que si un jour je voulais coacher, de lui faire signe. Puis il y a eu une opportunité qui s'est offerte là, à Chicoutimi pour un poste d'assistant coach. Donc à ce moment-là, je lui avais écrit. Puis quelques semaines plus tard, là, m'a engagé. Puis c'était une décision qui était un petit peu. Le monde alentour de moi, mon entourage me supportait. Mais ils n'étaient pas peut-être tous certains de si c'était la bonne décision ou pas. Mais moi, j'ai foncé là-dedans, la tête baissée. Puis finalement, là, 4 ans plus tard, c'est vraiment probablement la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. Puis je suis très heureux où je suis maintenant. Puis ça ressemble à ça un petit peu. Ben, tu sais, justement, je pense que j'ai lu dans les entrevues que tu es quelqu'un qui est pas mal aligné avec ses valeurs. Tu as choisi ton bonheur plutôt que l'argent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, ben c'est sûr qu'au départ, c'est sûr que j'ai dû. Mon salaire a diminué de bonne façon. Là, Ouais. mais tu sais, j'ai toujours cru c'était très important de faire ce que tu aimes dans la vie. C'est sûr que je n'aurais pas été capable d'arrêter le hockey complètement puis de m'en aller travailler à l'usine ou dans un bureau, là, on s'entend. Donc, j'ai été chanceux, j'ai immédiatement, dans le fond, ma saison s'est terminée au mois de mai, puis au mois d'août, j'étais sur le banc pour le camp d'entraînement. Donc, ça a été rapide, mais ça a été vraiment une expérience. J'ai toujours su quand je jouais que le coaching, ça allait être quelque chose qui allait m'intéresser, c'est certain. On ne sait pas à quel âge, à quel moment. C'est sûr que c'était tôt un peu. C'était plutôt peut-être que qu'est-ce que j'avais pensé au départ quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment un job qui est plaisante, qui est stimulante, puis que j'adore. Donc, je pense que j'étais à la bonne place, puis ça m'a saoulé. Puis quand tu étais joueur, puis Yannick Jean t'a dit un jour tu vas être coach, et qu'est-ce qu'il a vu en toi? Quelle qualité qu'il a vu en toi pour te dire ça? Ben, à la base, je pense que je suis quelqu'un, je pense que je suis un leader, quelqu'un qui est rassembleur, je pense que c'est mes qualités en tant que personne depuis que je suis jeune. Ça, c'est la première chose. Par la suite, j'étais quelqu'un de très cérébral sur la glace, quelqu'un qui posait beaucoup de questions au coach. Si certaines situations, je trouvais que c'était plus ou moins bon, ben, j'hésitais pas à questionner le coach concernant des stratégies, etc. Donc, c'est un côté de la game qui m'a tout le temps extrêmement intéressé. Le système de jeu, comment qu'on va jouer, pourquoi qu'on va jouer comme ça, etc. Trouver des failles dans l'autre équipe un petit peu. Donc, je pense que c'est les principales qualités que j'avais en tant que joueur. Puis je pense que, comme tu as dit, là, mes valeurs fitaient avec Yannick de A à Z. Je pense que Yann, ce qu'il a amené avec lui à Chicoutimi, c'est une culture extrêmement forte, des valeurs, on s'en fout un petit peu de quel joueur que tu es. Yannick dit souvent au camp d'entraînement, tu vas avoir jusqu'à Noël pour nous prouver que tu vas avoir une semaine pour nous prouver que tu es un bon joueur de hockey pendant le camp, puis après, tu vas avoir 3-4 mois pour nous prouver que tu es une bonne personne. Puis si on sent que ça ne fait pas avec les valeurs de l'équipe, ben, on n'hésite pas à t'échanger ailleurs ou simplement te renvoyer à un niveau inférieur. Puis lorsqu'on va chercher des joueurs, on fait
j'appelle ça des enquêtes, mais pas des enquêtes. On appelle l'entourage des jeunes, on appelle leur entraîneur l'été, on appelle leur ancien coach, on appelle leur ancien coéquipier, pour s'assurer qu'on amène avec nous des bonnes personnes. Pour nous, c'est très, très important. Puis, ça ne se transpose pas tout le temps en victoire nécessairement à chaque année ou à chaque semaine, mais sur une période, Yannick, là, si je ne me trompe pas, ça va être sa 12e saison l'an prochain à Chicoutimi. Évidemment, on a remporté les championnats cette année, mais à chaque année, les Saguenayens sont difficiles à jouer contre, sont difficiles à battre. Puis je pense que c'est vraiment des valeurs qui m'ont enseigné un petit peu, mais qu'à la base, on se rejoignait énormément. Oui, ben c'est ça, les Saguenayens ont des hauts standards, on peut le percevoir de l'extérieur aussi. Là, c'est vraiment fascinant comment l'organisation procède en général. Là. Mais tu sais, justement, on est pas mal sur la track du coaching et tout ça. J'aimerais ça que tu me parles de Maxime Massé. C'est un joueur que tu as vu évoluer au courant des dernières années dans ton parcours de coaching. Là, il a remporté le joueur de l'année dans la Ligue canadienne de hockey. Il a fait partie des succès de l'équipe, veut pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeune-là qui est tant excitant à avoir joué? Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est cool avec Max, c'est que quand j'ai été embauché, le repêchage, c'était comme une semaine ou deux plus tard. Donc, moi, ma première fois que je suis retourné à Chicoutimi, c'était pendant le repêchage. Dans le temps, c'était pas en présentiel à cause de la COVID, mais ça a été le premier joueur qu'on a repêché, 3e au total. Fait que mes 4 saisons, donc je l'ai vu évoluer là, du début jusqu'à la fin. Puis c'est le fun d'accompagner un joueur comme ça dès le début, puis qu'on le voit à la fin de son parcours qui est récompensé comme qu'il l'a été. Je pense qu'il a été incroyable pour nous. Il s'est amélioré. Pas juste, évidemment, il a toujours eu des habiletés de marqueur incroyables. À 16 ans, là, je me rappelle, il avait gagné le joueur, la recrue par excellence dans la Ligue canadienne. Je ne me rappelle pas combien de buts qu'il avait fait, mais il en avait fait tout près de 35-40, là, si je ne me trompe pas. Puis, c'est juste de le voir évoluer aussi comme personne. Je pense qu'il repart de Chicoutimi, oui, en étant un meilleur joueur, mais comme je dis, comme meilleure personne en ayant grandi. Puis, c'est le fun de voir l'aboutissement de ça à la fin. Voir les gars, que ça fait 3-4 ans qu'ils sont là, à être tous ensemble, puis de les voir remporter les grands honneurs, puis tout ça. Fait que je suis très content pour Max, c'est certain. Puis j'ai hâte de voir là, la suite pour lui, mais je suis sûr que ça va très bien aller. Moi, Kev, je vais faire un peu de backtrack parce que tu as parlé de problèmes de genoux que tu avais. Je pense que tu as une maladie, j'ai lu ça, le Osgood-Schlatter, je ne sais pas comment le prononcer. C'est une maladie que tu as qui ne guérit pas, si on veut? Ouais, ben dans le fond, normalement, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui ont ça. C'est lorsque la période de croissance, donc moi, ça a commencé environ vers l'âge de 12 ans. Juste en bas de la rotule, là, dans le fond, tu grandis peut-être trop vite un petit peu, puis ça fait en sorte que tu as des douleurs aux genoux. Je dirais que moi, dans mon cas, là, vers 17 ans, ça s'est vraiment calmé. Puis, à la fin de mon année lorsque j'ai terminé mon junior, c'est vraiment revenu de façon plus persistante. Puis, ce que j'ai pu comprendre en lisant sur le sujet, puis en parlant à certains médecins, c'est que ça se poursuit chez les adultes dans quelques cas. Là, plutôt, c'est moins fréquent. Mais ça fait en sorte, dans mon cas, moi, comme joueur de hockey, je devais vraiment améliorer mon coup de patin. C'était quelque chose que... puis je m'entraînais vraiment, vraiment, vraiment fort pour le faire. Puis j'ai poussé la machine au fond pendant... J'ai eu 2 très gros étés d'entraînement. Puis on dirait qu'après, là, j'ai eu différentes injections, opérations. Puis ça faisait en sorte que lors de mes étés, je ne pouvais pas pousser la machine tant que ça parce que j'étais en convalescence, puis tout ça. Donc, les équipes me disaient quand je partais de mes saisons, il faut que tu améliores ton patin, etc. Puis dans l'été, ben oui, j'étais capable de le faire, mais pas comme je le voulais nécessairement. Puis c'était moi, dans mon cas, c'était pas nécessairement de jouer la game ou de faire la pratique. C'était le lendemain matin, le soir, le genou devient extrêmement raide. Puis comme un vieux qui se lève d'une chaise, des fois, là, il est raide. Ben, c'était un peu ça, c'était un peu la même situation dans mon cas. Puis, tu sais, même aujourd'hui, je le vois, là, lorsqu'on fait peut-être lors des camps d'entraînement ou dans les étés, quand je fais des camps de hockey, etc., là, le soir puis le lendemain matin, ça ne ment pas. Puis, je sais que je ne pourrais plus jouer à un haut niveau là, compte tenu de cette situation-là. Juste pour mettre les gens en contexte, pour ceux qui suivent le Canadien de Montréal, c'est la même maladie que David Reinbacher a. On parle de ses problèmes de genoux et tout ça. Juste pour
mettre les gens. Ok, je savais pas que je Ouais. savais pas honnêtement. Tu sais, je lui souhaite que il est encore jeune, là. Tu sais, Ouais. peut-être qu'il grandit encore un petit peu, mais je lui souhaite que c'est parce que c'est. Comme je dis, ça n'impacte pas nécessairement le match, la pratique en tant que telle. Une fois que tu es réchauffé, tout ça, ça se déroule relativement bien. C'est surtout après la convalescence, on s'entend à son niveau, les gars s'entraînent à tous les jours. Etc. Donc, lui, peut-être qu'il doit payer sur le break un petit peu, puis tout ça. Donc, quand tu as Ouais. des matchs des 3 en 3, des 2 en 2, c'est Ouais. plus difficile. Mais c'est sûr que je lui souhaite que ça rentre dans l'ordre parce que c'est pas le fun. Ouais, ça a l'air d'être tough sur le corps, surtout au niveau de la Ligue américaine, comme tu le dis, là, des 3 en 3, ça doit pas être évident. Hein, Ouais, sérieusement. non, c'est sûr que c'est là que c'est le pire. Tu sais, souvent, c'est là. Puis, tu sais, j'étais un gars qui a. Tu sais, quand j'ai pas eu de regret quand j'ai arrêté de jouer, zéro, parce que je sais que je me suis rendu où ce que je me suis rendu. Oui, j'étais un bon joueur, mais tu sais, j'ai énormément fait de sacrifices jeunes pour m'entraîner. Je ne suis pas nécessairement un type de corps athlétique là, qui n'a pas trop besoin de s'entraîner. J'ai besoin de pousser la machine, j'ai besoin d'être sérieux sur l'alimentation, surtout. Donc, je sais que j'ai tout fait en mon pouvoir pour réussir puis me rendre où ce que je me suis rendu. Donc, c'est pour ça que ça a été aussi quand même relativement facile d'arrêter. C'est quand tu as des regrets, c'est plus difficile. Mais là, j'avais vraiment zéro regret de ma carrière. Puis, c'est pour ça que ça s'est fait quand même assez facilement, plus que je pensais, là, honnêtement. Ouais, parce que ton but ultime, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey que j'ai vu. Puis une des autres qualités que tu disais que tu avais, en tout cas dans les entrevues que j'ai vues, c'est que tu es honnête envers toi-même. C'est à quel moment tu as eu le déclic, tu as fait comme OK, ouais, je pense que ça n'arrivera pas. Je recommence à checker pour un plan B. Ouais, ben tu sais, en jouant dans la Ligue américaine pendant 2 ans, tu sais, j'ai vu des gars passer, j'ai vu le niveau de jeu, tu sais, qu'il fallait avoir. Tu sais, je suis pas le plus gros non plus, là, je suis seulement 6 pieds. Tu sais, donc, un joueur de 6 pieds doit être extrêmement rapide pour jouer dans la Ligue nationale, tu sais. Donc, ça a vraiment. Tu sais, je suis quelqu'un de très, très honnête envers moi-même, très rationnel, qui prend des décisions. Tu sais, quand je prends une décision, surtout une grosse comme ça, c'était très réfléchi. Puis comme je dis, c'est sûr que j'aurais pu continuer à m'amuser à aller jouer en Europe, aller jouer peut-être dans East Coast au soleil en Floride, quelque chose comme ça. Ouais. Mais comme je dis, en n'ayant aucun regret, ça a quand même été facile. Ouais, puis à l'époque que tu jouais dans A et dans East Coast, je pense que tu as passé plusieurs moments à l'hôtel. Ça doit pas être évident, sérieusement, hein, ce style de vie-là, pour vrai. Là. Ouais, je pense que c'est. Tu sais, comme ça me fait penser cette semaine, j'ai vu dans les Marlies de Toronto le troisième gardien qui est Ken Appleby. Moi, j'ai joué avec lui dans la Ligue américaine, dans la East Coast. Puis lui, ça fait 12 ans qu'il se trimballe entre la Ligue américaine, la East Coast, Ligue américaine, East Coast, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est ça que je parlais avec mes amis. J'ai du respect pour ça énormément parce que c'est le monde. Tu sais, puis c'est sûr que quand tu joues dans la Ligue américaine, c'est en première ligne. Oui, c'est pas la Ligue nationale, mais tu es traité, tu sais, les services qui sont offerts sont incroyables. C'est plus le joueur qui fait la navette entre les deux. Tu sais, dans mon cas, moi, la East Coast, c'était à 2h30, 3 heures de route. Puis je sais pas combien de rappels que j'ai eu pendant l'année, mais ça a été beaucoup. Puis compte tenu comment que ça fonctionne dans la Ligue américaine, c'est tu sais, ils te donnent au début de l'année, quand tu es confirmé un petit peu dans l'équipe, ils vont te donner une lettre pour que tu puisses te prendre un appartement. Puis si tu n'en as pas, ben, tu restes à l'hôtel. Donc, c'est l'équipe qui couvre les frais de l'hôtel, mais pour moi, ça a été tout près de 150 jours là, à l'hôtel pendant l'année. Donc, Barnac. fait que c'est avec ma blonde qui était là, puis c'était encore un petit peu la COVID durant ces années-là. La première année, ma première année, j'ai pas habité à l'hôtel, cependant, là, j'ai resté dans une maison, mais ma deuxième année, ma blonde venait, puis là, elle arrivait, puis là, j'étais renvoyé dans East Coast, fait que là, elle retournait à Montréal. Donc, c'est formateur pour le restant de ta vie parce que c'est des périodes tu vis quasiment dans ton auto, puis tu te trimbales à gauche puis à droite. Puis comme je dis, je dis pas ça pour faire pitié, c'est juste la réalité de certains. Puis il y a certains qui sont capables de vivre avec ça, puis qui sont, comme je dis, je respecte ça à 100%. Tu sais, des gars comme Yannick Gourde, des gars comme tu sais, David Desharnais qui ont joué dans la East Coast pendant 3-4 ans, qui ont passé dans la Ligue, tu sais, puis qui sont réussi à se rendre dans la Ligue nationale aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour ces gars-là parce que je sais c'est quoi qu'ils ont vécu un petit peu. Puis
C'est juste pas fait pour tout le monde, je pense. Puis dans mon cas, c'était quelque chose qui me rendait moins peut-être heureux, puis content d'aller à l'aréna à chaque jour. Ouais, puis tu sais, justement, les gens disent ouais, mais vous faites des bons salaires, vous êtes bien payés. Mais tu sais, la qualité de vie, c'est important. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Tu sais qu'on parlait un peu plus tôt. Là. Bien beau l'argent, mais ça fait pas le bonheur complètement. Tu sais, il faut que tu Exact. Exactement. C'est sûr que tu as des bons salaires, puis tu es bien traité. Puis tu sais, en réalité, tu sais, je suis pas un gars qui se plaint, qui chiale, tu sais, l'organisation ne l'a jamais vraiment senti. C'est juste intérieurement que toi, comment tu te sens tous les jours? As-tu le goût d'aller à l'aréna? Comment, tu sais. Puis là, c'était plus que j'étais pas heureux, dans le fond, là, tu sais, j'étais pas à la bonne place. Puis je pense que faut que tu t'écoutes, peu importe, ça peut être différentes situations dans peu importe les domaines, là, que ce soit dans le job de bureau que tu n'aimes pas, puis écoute ton cœur, puis je pense qu'en faisant ça t'amène toujours dans les bonnes directions. Ouais, puis parlant de cœur, je veux qu'on revienne à la saison 2019 parce que tu as eu une crise de grosse saison, des crises de grosses séries, puis une petite belle Coupe Memorial. Ça, c'était fabuleux. C'est sûr que ça doit avoir marqué ta vie à tout jamais, là, de vivre ça avec Raphaël Harvey-Pinard, Alex Bocage, Mario Pouliot qui était l'entraîneur. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire-là, de cette année-là? Ah, ben c'est sûr que autant au niveau personnel que collectif, ça a été ma plus belle année en tant que joueur, c'est sûr. On a eu 59 victoires en 68 matchs. On a eu 25 victoires en ligne. Là. On a égalisé un record vieux de 1973, je pense. Juste la gang de gars qu'on avait, c'était incroyable là-bas. À quel point on avait du fun ensemble, à quel point on se poussait aussi. C'est ça, je pense que ça part de Harvey Pinard, c'est un capitaine incroyable. C'est un gars que, quand c'est temps de s'amuser, il s'amuse. Mais le lendemain matin, lorsqu'on retourne à l'aréna, il pousse la machine, puis il amène les autres avec lui. On avait un groupe vraiment incroyable. Puis, au niveau personnel, ben, on s'entend que je ne m'attendais pas à, surtout, on va dire, les séries. La saison, j'avais une bonne saison, mais rien d'extraordinaire. Mais c'est vraiment dans les séries, on dirait que tout s'est mis à fonctionner en même temps. Même chose à la Coupe Memorial. Puis, c'est ça que j'explique à mes joueurs ou au monde que je connais. Moi, je crois beaucoup que tu fais les bonnes choses à chaque jour. Un peu, tu as les bonnes valeurs, tu travailles fort. Ben, des fois, le résultat, il n'est pas la semaine prochaine, il n'est pas dans un mois. Puis, dans mon cas, moi, ça a probablement été depuis que j'étais jeune, dans le fond. On va dire à partir de midget 3, mes 2 saisons. Après ça, j'ai eu 2 saisons juniors. Donc, ça faisait 5 ans que je faisais tout ce que je devais faire. Puis, l'aboutissement a été peut-être 6 ans plus tard. Mais ça a été des mois absolument incroyables, autant avec l'équipe que personnellement. Puis c'est à cause de ce 2-3 mois-là que j'ai été repêché. Là, sinon, j'avais 19 ans, j'aurais probablement eu une invitation à un camp quelque part, mais c'est que la vie, comment elle est faite, des fois, on sait jamais. Puis ça a été une bonne leçon de vie pour moi, puis pour les gens qui m'entourent aussi, là, je pense. Puis, tu sais, j'imagine que ton parcours en série à la Coupe Memorial, ça l'a certainement dû aider quelques semaines plus tard lors du repêchage 2019. Tu es sorti en 6e ronde. Ça a dit une fierté pour toi? Ouais, vraiment. Tu sais, j'avais des invitations à des camps. Donc, tu sais, je savais que je n'étais pas repêché. J'allais probablement aller à un camp quelque part. Puis là, soudainement, mon agent me disait « Ouais, ben là, ça commence à parler de toi un peu plus. » J'ai passé quelques entrevues. Ça a été très vite, mais tu sais, moi, j'avais aucune attente pour le repêchage. C'était à Vancouver cette année-là, puis moi, je n'étais pas allé. J'étais chez nous. Je l'écoutais là, du coin de l'œil. C'est sûr que je l'écoutais, tu sais, j'espérais, mais j'avais aucune attente, vraiment. C'est ça qui a rendu ça incroyable parce que je me disais pas, c'est sûr que je vais être repêché aujourd'hui. C'était vraiment dans ma tête, c'était 5% de chance, genre, là, quelque chose du genre. Puis, fait, quand j'ai entendu mon nom, puis tout ça, ça a été encore plus incroyable, je pense, parce que là, quand t'as pas d'attente, t'as quelque chose, c'était vraiment un beau moment, ouais.
Ouais, puis tu as signé un contrat quand même assez rapidement de 2 ans avec les Islanders de New York. Je pense en 2020, tu avais signé pour 2 ans. Ouais, exact. Moi, compte tenu, la situation était un peu spéciale parce que j'ai été repêché à 19 ans. Puis comment ça fonctionne, les équipes ont 2 ans, ben là, la règle a changé, mais dans le temps, les équipes avaient 2 ans pour te signer. Donc, moi, j'ai joué mon année 20 ans junior à Québec, puis à Chicoutimi. Puis à la fin de l'année, dans le fond, l'organisation, ils ont une autre année pour te signer, mais dans le temps, on ne pouvait pas aller NCAA ou quoi que ce soit. Donc, j'ai signé un contrat dans la Ligue américaine, One Way dans la Ligue américaine. Puis, ça faisait en sorte que mon salaire était le même. Là, si j'étais renvoyé dans la East Coast ou dans la Ligue américaine, là, je gardais le même salaire. Donc, ça, c'était le fun. Puis, tu sais, je voulais juste une opportunité. Puis, tu sais, je l'ai eu en ayant un contrat. Donc, c'était tout ce que je demandais. Moi, j'ai pas su te demander, Félix. Tu as côtoyé le bon vieux Lou Lamoriello, je suppose. C'était pas mal le DG. Il venait d'arriver avec l'Islanders, en fait, quand il t'a repêché. Il est comment comme personne? C'est sûr que je ne l'ai pas vu souvent. Là. J'y ai parlé peut-être 2-3 fois à la fin des camps. Là. Souvent, il nous rencontrait puis tout ça. Mais c'est quelqu'un encore, je pense qu'il n'est pas parfait, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes, qui veut que ses joueurs suivent, respectent, il croit en certaines choses. Puis il n'y a pas de zone grise, c'est blanc ou noir. Puis je pense que c'est un monsieur spécial. Son fils était le DG adjoint, donc s'occupait de nous dans la Ligue américaine. Mais c'est des gens qui ont des principes, des valeurs, puis qui respectent à la vie, à la mort. Puis je pense que ça aussi, je n'étais pas tout le temps d'accord avec certaines choses ou peu importe, mais ça fait en sorte que il y a eu une longévité dans la Ligue nationale assez incroyable. Là. Il a été là pendant une trentaine d'années, probablement comme directeur général, 25-30 ans. Donc, tu ne restes pas longtemps comme ça en n'ayant pas des principes, des valeurs. Puis, il faut prendre le bon et le mauvais de chaque situation un petit peu. Puis, c'est sûr qu'ils m'ont appris certaines choses que je garde avec moi aujourd'hui. Puis, il t'a-tu parlé d'avoir les cheveux coupés, d'avoir la barbe rasée, puis d'avoir un numéro en bas de 30, ça? Il te dit tout ça, mettons, ou... Le numéro, ça, il te l'attribue au camp. Donc, tu ne choisis pas ton numéro. En tout cas, moi, je n'étais pas un choix de première ronde, fait que j'ai pas vraiment choisi mon numéro. Puis, ouais, c'est sûr que fallait avoir les cheveux courts, la barbe rasée. Dans la COVID, c'était plus dur un peu. Là. Les gars se coupaient les cheveux à l'aréna puis tout ça parce qu'on ne pouvait pas aller en contact là, avec ma première année, c'était vraiment encore la COVID. Là, donc, on ne pouvait pas aller en contact avec les gens. Donc, les gars se coupaient les cheveux à l'aréna, puis etc. Donc, c'est sûr que je pense pas qu'on va revoir ça dans la Ligue nationale. Je pense que c'est derrière nous. Mais ouais, on a eu quelques fous rires avec certaines situations. Là, des fois, des gars qui se laissaient aller, puis ils se faisaient remettre à l'ordre. On va te raser la barbe, puis etc. Donc, ouais, ça a été différent, on va dire. Ouais. Puis, tu sais, c'est une équipe de vétérans, les Highlanders. Tu sais, on dirait que ça a peut-être été leur image, si tu veux. Fait que, y a-tu des vétérans qui t'ont pris sous leur aile quand tu es arrivé dans l'organisation? Ben, lors de mon premier camp, Derek Brassard avait signé avec les Highlanders, donc c'est vraiment lui qui s'occupait de nous pendant le camp. Anthony Beauvillier qui était là aussi, donc je me rappelle être allé chez Anthony, on est allé souper avec eux, il amenait les Québécois manger au camp. Puis sinon, un joueur qui m'a vraiment marqué, je te dirais Anders Lee. Vraiment un leader incroyable. Moi, j'étais un choix de 6e ronde. Il y a beaucoup d'organisations que, bon, tu arrives au camp, puis c'est les choix de première ronde qui sont un peu... ils sont un peu traités différemment, on va dire, mais aux Islanders, c'était vraiment tout le monde était égal. Puis Anders était venu me parler, me souhaiter la bienvenue. On parlait de justement, lui, il avait eu des problèmes de genoux, donc il m'avait donné quelques conseils pour mes genoux. Fait je pense que c'en est un, c'était le capitaine, puis c'était pas le capitaine nécessairement parce que c'était le meilleur joueur, c'était vraiment un capitaine respecté qui était bon pour pas juste pour lui, mais un capitaine, c'est rassembleur, ça s'assure que tout le monde se sent bien. Je pense que ça, là, j'en ai pas vu 1000 là, des capitaines, on va dire, dans la Ligue nationale, mais lui m'avait vraiment impressionné. Ouais, fait que tu as passé des moments avec des joueurs de la NHL pendant les camps d'entraînement, dans le vestiaire. Y a-tu un moment où, tu sais, dans ce temps-là, tu t'es dit, Calice, je vais-tu être capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey? Tu sais,
t'as-tu vu vraiment une différence de niveau de jeu quand t'es arrivé là? Ouais, c'est vraiment frappant. Les gens ne comprennent pas à quel point les gars sont bons. T'as le camp de développement, là, c'est principalement juste des recrues qui n'ont pas joué dans la Ligue américaine ou quelques-uns qui ont joué un peu. Fait que là, tu te sens à ta place un peu. Tu te dis, mon Dieu. Ouais. Puis là, tu arrives au camp des recrues, mais là, whoop, il y a un peu plus de vieux qui sont là. Ça monte de niveau. Puis lorsque le camp principal commence, là, c'est le niveau, c'est incroyable. Ces gars-là, c'est des machines, autant physiquement que avec leurs habiletés puis tout ça. Puis quand tu vas là, tu t'en retournes après dans le junior ou dans la Ligue américaine, tu te dis ouais, ok, là, je comprends pourquoi lui a fait 80 points l'année passée, pourquoi lui il fait 9 millions par année. Fait que, c'est impressionnant de les voir, surtout en pratique. Là, dans les matchs, on les voit à la télé, on voit qu'ils sont bons puis tout ça, mais les voir en live, être avec toi, c'est impressionnant, honnêtement. Là. Puis je vais faire un peu de backtracking justement à l'année de la Coupe Memorial parce que un des piliers de l'équipe est arrivé, je pense, un petit peu après la mi-saison, c'est Noah Dobson. On le sait que c'est un cheval, il était tout le temps sur la glace, ça, tout le monde le sait. Mais comme individu, il est comment, Noah Dobson? Ah, c'est une personne incroyable. Moi, quand il est arrivé, il est immédiatement devenu un de mes bons amis dans l'équipe. C'est un gars qui se prépare puis qui fait tout pour performer lors des matchs. Que ce soit. Lui, c'est un gars qui mettons, va s'entraîner, puis après, va s'étirer, va faire tout ce qu'il a à faire pendant 1h30, 2 heures. C'est impressionnant. On voit à quel point c'est un bon patineur, on voit à quel point il est intelligent, mais il met extra. Lui, même quand il est arrivé, il nous a un peu fait réaliser. Puis même moi, je me suis mis à copier certaines choses qu'il faisait après les pratiques, après les games. Puis c'est vraiment impressionnant comment que ce gars-là se comporte. C'est un gars qui adore être à l'aréna, il a le sourire tout le temps. Lui, il trippe, il est à l'aréna, il est heureux. Quand le Canadien a été le chercher, moi je trippais, je capotais, j'étais tellement heureux. Puis je suis sûr que ça va réussir avec lui. Là. C'est vraiment une bonne personne, puis c'est un gars qui est le fun à côtoyer. Puis je suis sûr que les gars dans l'équipe, dans les Canadiens, l'adorent. Puis tu l'as retrouvé avec les Islanders dans l'organisation, ça devait être cool, ça, quand même. Ouais, c'est ça. Ben, lui, quand on est passé au camp, lui, il a immédiatement fait le saut dans la Ligue nationale. Fait que je l'ai côtoyé pendant le camp. Mais après, honnêtement, je ne l'ai pas vraiment revu là, après ça. Mais c'est quelqu'un que je lance une coupe de texte une fois de temps en temps quand il joue une grosse game ou quand il avait été échangé, puis il me répond tout le temps. Puis c'est vraiment un bon gars, puis je suis sûr qu'il fit avec les gars à Montréal vraiment de belle façon. Là. Ouais, puis vu qu'on est encore dans ce coin-là, Mario Pouliot, il est arrivé avec la barre des Huskies et tout ça. Qu'est-ce qui a amené Mario Pouliot chez les Huskies qui vous a permis comme d'atteindre un next step, si on veut? Ben, Mario, c'est un coach qui est très organisé. Je me rappelle, des fois, je me remets dans ma tête de la manière qu'on jouait, puis tout, mais on faisait pratiquement aucune erreur. C'était très clair, son système. C'était très simple, mais c'était efficace. C'est un coach qui est demandant, mais pas à l'extrême. Moi, je me souviens que ses pratiques, c'était 35 minutes, là, mais attache ta tuque. Dans le fond, ton conditionnement, tu le bâtissais pas en patinant à la fin des pratiques ou on le bâtissait hors glace. On faisait beaucoup de cardio, on va dire, hors glace, mais les pratiques étaient extrêmement courtes. Puis ça flyait, ça roulait. Puis ça, j'avais vraiment adoré ça. Puis on avait un pace dans notre game. Dans mon cas, rendu dans les séries, quand le niveau de jeu a augmenté, ben pour moi, c'est comme si le jeu avait ralenti dans le sens qu'on était tellement en forme, on était tellement pas fatigué, je vais dire, entre guillemets. Là, à Rouen, on fait beaucoup de voyagements. On voyage énormément. On passe quasiment 35-40 jours sur la route pendant la saison, plus l'école, puis tout. Fait, on est arrivé en série, puis le niveau de jeu a augmenté, mais nous, on s'est senti comme si le jeu ralentissait. Puis je pense que ça, c'est en bonne partie grâce à lui, surtout la manière qu'il nous gérait notre horaire, nos pratiques, etc. C'était vraiment impressionnant. Tu parlais de coach intense, on va dire ça comme ça, des
tu t'es retrouvé à Québec, comment ça s'est passé la transaction et la transition vers Patrick Roy, même si tu as juste joué une demi-saison là-bas, comment ça s'est passé? En plus, tu as été nommé capitaine dès ton arrivée, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Ouais, ben Pat, j'ai adoré ça. C'est le fun d'être avec lui. C'est motivant, on s'entend. C'est Patrick Roy. Tu sais, puis j'ai été chanceux là, quand j'étais à Québec, il y avait Patrick Roy, il y a Martin Laperrière qui est rendu avec le Rocket de Laval, puis il y avait Ben Desrosiers qui était là, qui était avec eux aux Islanders. Puis, tu sais, c'était surtout, tu sais, un gars comme Ben, pour moi, c'est un mentor. Tu sais, je lui parle régulièrement, souvent, puis c'est quelqu'un qui a du bûcher. Tu sais, oui, Patrick l'a amené avec lui à New York, mais il y a des raisons pour lesquelles il l'a amené avec lui. Avec nous, il était incroyable, puis c'est un gars que j'ai adoré. Autant Patrick que lui, honnêtement. Tu sais, on était dans une situation plus difficile quand j'étais à Québec, on était jeunes. Je pense qu'on avait seulement comme 4, 19, 1, 19 ans, 3, 20 ans, quelque chose du genre. On était très jeunes. Fait que moi, j'avais trouvé ça un petit peu difficile parce que j'arrivais d'une équipe gagnante à Rouen. Puis là, j'allais à Québec. C'était sûr que ça a probablement été la seule fois honnêtement, quasiment de ma carrière. J'ai tout le temps eu des bonnes équipes. C'était la première fois de ma vie que j'y vivais plus une équipe plus jeune, que c'était plus difficile. Donc, c'est sûr que j'ai appris beaucoup là-bas. Puis, tu sais, que ce soit Nicole Bouchard qui est là encore, tu sais, à chaque fois que je la vois, content de me voir. Tu sais, l'organisation n'a pas vraiment... Oui, elle a changé, mais il y a encore du monde qui sont là, le gars d'équipement. Tu sais, donc, ça a été, tu sais, jouer au centre Vidéotron. Donc, c'est toutes des expériences qui sont formateurs, puis que j'ai vraiment mis mon temps là-bas. Puis ensuite de ça, tu es passé au Saguenay de Chicoutimi. Tu savais-tu que tu allais être échangé? Ouais, je m'en doutais. Tu sais, mon nom sortait beaucoup. Puis, tu sais, les remparts, on était peut-être 12, 13, 14e au classement. Je savais que l'équipe était un peu en reconstruction. Donc, j'entendais toutes sortes de rumeurs, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'avais Hervé Pinard qui était à Chicoutimi. Tu sais, c'est un gars qu'on a joué sur la même ligne pendant 3 ans à Rouen. On se parlait, on se textait. Puis, tu sais, quand c'est arrivé, j'étais pas nécessairement surpris. J'étais juste content tu sais, Patrick m'a envoyé un peu ce que je voulais. Tu sais, jamais j'avais dit à Patrick que je voulais aller là ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que j'espérais que ça serait là. Puis, non, j'ai été très, très, très content de m'en aller là-bas. Puis, j'ai une autre question parce que ça vient de me flasher, là. Joel Teasdale. Ouais. Je vais te conter une anecdote qu'un GM me dit quand il l'a échangé au Husky. Ce GM-là était Pierre Cloutier, qui est mon mentor. Il a dit à Mario Pouliot, avec Teasdale, tu viens de t'assurer du championnat. Pourquoi que Pierre a dit ça à Mario, selon toi, qu'avec Joel Teasdale, ça venait de changer la donne grandement? Ben, Joël, c'est un gars... il avait été 2 fois en finale avec l'Armada. Il n'avait pas gagné, mais il avait été 2 fois en finale les 2 années précédentes. Ensuite de ça, moi, au niveau, là, un joueur qui... Lui, c'est un gars de net front en power play en avant du but. Ouais. Moi, je jouais un peu là. Puis quand il est arrivé, Joe, il était là, puis c'était la meilleure... C'est le meilleur gars en avant du but que j'ai vu de ma vie, que ce soit toucher des rondelles, cacher la vue du gardien. Il y a plein de jeunes qui... Il faut que tu aies un rôle, il faut que tu aies une identité. Ben, Joe, c'était clair. Il gagnait des bagarres. Elle laisse positionner dans le filet. Il y a une touche incroyable pour marquer des buts en entour du filet. Fort sur la rondelle. Puis moi, j'étais un gars que j'avais joué avec lui dans l'été. Là, quand on était plus jeunes, des équipes l'été, puis tout ça. Puis fait que je le connaissais déjà. Je savais que ça allait fitter dans le groupe. Puis, c'était évident quand on avait seulement fait 3 transactions à Noël. Là. On avait été chercher évidemment Dobson, Teasdale, puis Louis-Philippe Côté. Ben, c'était les 3 seuls joueurs qu'on avait ajoutés à nous, mais ça a fité. Louis-Philippe Côté il avait été repêché à Rouen. Il avait été échangé à Québec, puis il était revenu 3 ans plus tard à Rouen. Donc, ça a été un fit incroyable. Ça n'a pas pris de temps que, boum, ça l'a gel ensemble. Puis, Joe Teasdale, je ne sais pas comment de buts important qu'il a scoré pour nous, mais il en a beaucoup. Puis, c'est un bon gars vraiment aussi. Lucie, cette valeur, je pense que les blessures l'ont beaucoup affecté, parce que je pense qu'il a eu une grande carrière, lui, honnêtement. Là. Ouais, lui aussi, il est magané. Il n'a pas été chanceux là, dans tout ça, je pense, mais
C'est un gars son corps, il en demande beaucoup. Tu sais, même chose. Harvey Pinard, il est magané. Ah ouais, c'est- Donc, tu sais, Ben, des guerriers, c'est ça. Hein? les gars, à chaque fois que tu penses qu'ils sont morts ou que, hop, ils ont tellement de caractère, ils compétitionnent tellement que, whoop, ils ont tout le temps une place pareille à quelque part, puis ils sont vraiment demandants sur leur corps. Puis c'est probablement deux des gars que j'ai vus les plus demandants sur leur corps que j'ai joué avec. Là. Ben, c'est ça, nous autres aussi, on aime beaucoup entendre parler des histoires de l'être humain. Tu sais, on connaît déjà les joueurs de hockey, comment ils sont sur la glace, mais j'aime ça t'entendre parler de comment ils sont les gars hors glace. Moi, ça me fascine. Des RHP, veut pas, ça a l'air d'être une bonne personne. On se trompe pas là-dessus, j'imagine. non, c'est un gars que, quand il est arrivé, quand il était repêché junior, je pense qu'il était 135 livres. On en a parlé l'autre fois, là, j'étais avec Fait que là, à 16 ans, il est venu au camp, puis il était bon en tabarouette. Là. Puis il est arrivé l'année d'après, puis il était comme rendu 165 dans ce coin-là. Mais c'est un gars, il compétitionne. Moi, je dis tout le temps, il y a 3 poumons. Là. C'est comme. Hey, comme je dis à Rouen, on s'entraînait beaucoup dans le gym. Puis une bonne anecdote. C'était le camp. Puis je me rappelle pas trop la situation. On avait fait comme le camp d'entraînement. Puis après, on avait eu 1 ou 2 jours de congé. Après, mettons, une dizaine de jours intenses. Puis tout ça. Fait que les gars, on était sortis ensemble le soir. Puis tout ça. Puis le lendemain, à 10h, il fallait être à l'aréna. On n'avait pas d'idée qu'est-ce qui allait se passer. Fait que à Rouen, il y a un terrain de basket comme on a accès pour aller s'entraîner, etc. Donc, cette journée-là, on s'en va dans le terrain de basket. Puis là, on s'entraîne, puis à la fin, il faut comme faire des suicides. Là. Donc, une ligne de basket, tu cours il y a comme des terrains de badminton à travers. Donc, exemple, toutes les lignes blanches, ben, on allait toucher la ligne blanche, on revenait comme sur la glace, peu importe. Puis là, à un moment donné, Mario a arrêté. Puis Raph l'a fait tout seul. Fait que Raph, il a fait son suicide à fond. Là. Il a fini. Quand il a eu fini, il a dit « OK, tout le monde, on se met sur la ligne. » On l'a refait un en même temps que lui. Il a fini premier. Quand ça a eu fini, il a dit « Les gars, voici votre nouveau capitaine. » Puis, puis personne, tu veux dire quoi? Nous autres, on s'est reposé pendant une minute, mettons, pendant que lui le faisait, puis il l'a fait, puis il nous rebat. Puis tout le monde était à 100, tu sais, on poussait la machine au fond. Fait que c'est ça que je dis que c'est un gars qui rend les autres meilleurs, là. Fait que ça a été boum, il a été nommé capitaine, puis à partir de là, on est juste parti comme ça. Puis, mais c'est incroyable, ce gars-là, comment il a une force, il est compétiteur, c'est incroyable. Ouais, tu parles de ça, puis ça me donne des frissons, sérieusement. Puis Wow. vous autres, dans le vestiaire, avant que cette situation-là arrive, est-ce que vous saviez que Raph se démarquait comme... Ben oui, c'était évident, puis on s'en doutait, mais après, tu sais, puis je pense que Mario a bien fait ça immédiatement, comme boum. Puis ça a été une des seules fois qu'il y a un capitaine qui a été un peu présenté de même, mais j'ai trouvé que comme il avait vraiment choisi le bon moment, puis après, quand tu te traînes les pieds un peu, tu repenses à cette situation-là, puis t'es comme ouais. Puis ça a été notre force à Rouen. On avait tellement de compétiteurs, de gars qui. J'ai dit, quand on s'entraînait et on était sur la glace, là, je te dis, des fois, les coachs des autres équipes, ils venaient regarder les pratiques puis ils étaient impressionnés. Pas parce qu'on shootait dans le top, puis tu sais, juste la rigueur, l'intensité, le sérieux qu'on y mettait, c'était impressionnant. C'était. Tu sais, j'ai probablement jamais revu ça, honnêtement. Puis, tu regardes notre équipe, on avait une très, très bonne équipe, mais aujourd'hui, quand on jouait dans la Ligue nationale, il y a Dobson, Harvey Pinard, il y en a quelques autres, Lauco, qui a joué à Boston un petit peu. Ouais. Mais mis à part ça, là, il y a quelques gars, tu sais, on a eu des gars repêchés, il y en a qui ont peut-être joué quelques matchs, là, je ne veux pas en exclure, mais tu sais, tu regardes d'autres équipes, puis tout ça. Il y a plein de gars qui ont été repêchés en première ronde dans la Ligue nationale, etc. T'sais, nous, on n'avait pas ça. Là. On avait Dobson, évidemment, mais pour avoir Dobson, je pense qu'à Noël, on avait 4-5 défaites. Ça veut dire qu'on faisait quelque chose de bien, puis on a juste amené des gars qui nous ont rendus encore meilleurs, mais jusqu'à Noël, notre équipe, on avait peu ou pas de gars repêchés, puis c'est ça qui a rendu notre histoire, je pense, encore plus spéciale, là, honnêtement. Puis, tu as parlé de Lauco. Peux-tu me parler de lui un petit peu? Parce que j'ai pas toujours entendu de bonnes choses, mais il s'est-tu bien greffé finalement avec l'équipe?
Ouais, au début, lui, il jouait professionnel, mettons, en Europe avant de Ouais. s'emmener avec nous. Fait qu'au junior, c'est différent. T'as plus de règles, c'est plus strict. Tu sais, quand t'es dans le pro, t'habites en appartement, puis etc. Fait qu'au début, ça a été une adaptation, mais c'est un gars, encore là, c'est un compétiteur. C'est un gars qui est très drôle. Au début, son anglais n'était pas trop bon, mais c'est un gars qui était drôle, qui était vraiment funny. Puis, tu sais, souvent, moi, j'ai été chanceux, là, je jouais avec lui puis Hervé Pinard, donc deux gars extrêmement rapides qui compétitionnaient, puis tout ça. Puis moi, j'étais un peu plus peut-être le cerveau en arrière qui jouait de centre, puis tout ça. Mais non, c'est. Dans mon cas, à moi, j'ai que des bons commentaires là, sur lui. Vu qu'on est sur une track de joueurs avec, je vais dire entre parenthèses, une mauvaise réputation, puis je ne veux pas lancer de flèche à personne. Raphaël Lavoie, c'est un joueur de hockey incroyable. Il y avait une Nestie Garnotte, je ne me trompe pas. Lucie, ça venait un autre qu'il y a des mauvaises affaires qui ont circulé. Est-ce que tu peux éclairer notre lanterne? Est-ce que c'est une bonne personne hors de la glace, lui? C'est un numéro, lui. C'est un gars extrêmement. Ben, un peu le même principe. Tu sais, je pense que c'est un gars qui, au niveau hors glace, peut-être qu'il est plus solitaire. Tu sais, il fait ses choses, etc. Mais quand il arrive à l'aréna, il compétitionne, travaille. Tu sais, justement, j'étais à Utah la semaine passée, puis je parlais avec le coach qui s'occupe du désavantage numérique à Tucson, dans la Ligue américaine, dans l'équipe de la Ligue américaine du Mammouth. Puis il me montrait des séquences, puis c'est la voix qui score, qui fait des. Fait que là, il me disait, ouais, lui, il faut mettre un gars dessus. Là. C'est comme quasiment Ovechkin. Là, il prend des. Je pense l'année passée, il a fait 55 points en 42 games dans la Ligue américaine. C'est un gars qui a du talent, puis qui est. Il attend peut-être la bonne opportunité. Je lui souhaite parce que c'est sûr qu'il a le talent pour jouer dans la Ligue nationale. C'est peut-être juste avoir la bonne chaise, le bon fit au bon moment. Mais c'est un gars qui est spécial. Puis, mais honnêtement, à Chicoute, quand on l'a amené avec nous, on a eu zéro problème avec. Puis ça s'est super bien déroulé. Puis rien à dire. Puis je suis content que tu parles de l'Utah aussi parce que justement, tu as eu une invitation pour participer au camp de développement. Comment ça s'est passé? Est-ce que j'imagine que tu as eu l'occasion de jaser avec André Tourigny? Ouais. Ça a été vraiment une semaine. Là, j'avais amené un petit cahier de notes. Puis, je pense qu'il y a une vingtaine de pages de juste des. J'ai appris beaucoup. Moi, j'étais là un peu comme si j'étais un joueur. Je vais là, puis je côtoyais l'équipe de développement, les coachs dans la Ligue américaine. J'ai eu la chance de parler avec André aussi. André a donné une conférence. On a eu une conférence du président et du coach du Utah Jazz dans la NBA. Ça aussi, c'était très, très, très impressionnant. La facilité de pratique là-bas est 100% neuve. C'est absolument incroyable. Puis, on commence à le voir. Il y a de plus en plus de gars qui veulent y aller. Ouais, exact. On a vu Trocheck, Andersley. Le mot se passe à travers la ligue. Puis, c'est une place c'est relax. Tu es dehors, il n'y a pas de bruit. Genre, c'est comme. Nous, on était à l'hôtel à côté de l'aréna de pratique. On marchait jusque-là, un petit 5-7 minutes. Fait 30 degrés, pas d'humidité, il fait pas 46 ressenti comme au Québec. Non, honnêtement, moi, j'ai été impressionné par la ville, de un, de deux, le setup qu'ils ont, c'est assez incroyable, mais plus important que ça, j'en ai même parlé à André avant que je quitte, j'ai dit l'organisation de A à Z, c'est incroyable. Moi, moi, j'étais avec plus l'équipe de développement, puis les coachs de la Ligue américaine, c'est eux qui s'occupent du camp de développement, mais ils m'ont amené dans des meetings que peut-être j'aurais pas dû être. Ils m'amenaient partout avec eux, on allait souper. Fait que j'ai énormément appris. J'ai vu aussi c'est quoi la réalité, comment que ça se passe dans la Ligue américaine, comment que ça fonctionne un peu un organigramme de la Ligue nationale. On voit, là, des fois, il y a 50 personnes de hockey, mais c'est qui fait quoi, puis ça m'a vraiment aussi frappé aux yeux dans le sens à quel point ils sont organisés, puis chaque gars a sa tâche, puis après ça, ils se parlent, ils se complètent, puis fait que je suis convaincu que Utah, ça va fonctionner dans le sens que, au début, le premier meeting du camp, c'est André qui parlait, puis il parle de valeur, il parle de bonnes personnes, il parle, fait que dans moi, ce que je crois, puis tout ça, ça va fonctionner. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je suis sûr que ça va fonctionner pour vous. Puis,
qui t'a contacté pour aller faire un camp de perfectionnement avec le Mammouth? C'est-tu un camp de développement, excuse-moi, c'est-tu André directement? Dans le fond, moi et André, on est liés un petit peu dans le sens que ma mère, sa cousine est la femme d'André. OK, ouais. Puis on parlait avec André, puis lors du break olympique, j'ai dit, tu sais, j'ai comme tendu une perche. Puis par la suite, il m'a dit, oui, on invite des coachs, donc on aimerait ça que tu viennes. Donc par la suite, c'est comme ça que ça s'est manifesté au départ. Donc au début, j'étais stressé un peu peut-être d'y demander, mais j'ai shooté ma shot, comme on dit. Puis ça, il y avait 3 coachs invités là-bas. Il y avait aussi 2 coachs qui coachent universitaires aux États-Unis, les filles, l'Université du Minnesota puis l'Université Dartmouth. Donc, il y avait les entraîneurs qui étaient là aussi avec moi. Là. Donc, on était 3 un peu qu'on se promenait, on suivait, on allait sur la glace. Non, c'était sérieux, c'était vraiment... C'était formateur, oui, au niveau des exercices à la glace un petit peu, mais pas... C'est vraiment comment ils se comportent, comment ils marchent, comment ils travaillent, en quoi ils croient, c'est quoi leur philosophie. Ça, c'était vraiment intéressant. Puis tu sais, on peut pas savoir de quoi la vie va être faite, mais j'imagine qu'ultimement, ton but, c'est de coacher, devenir head coach. Ouais, 100%. C'est quelque chose que... C'est comme un joueur, il veut jouer dans la Ligue nationale. C'est son but ultime. Mais tu y penses, mais c'est plus comme on dit aux joueurs, ben là, c'est un jour à la fois, le processus, fais les bonnes choses, puis ça va arriver, comme je vous expliquais un peu tantôt. Fait que moi, c'est sûr que c'est mon but ultime, mais je pense que je mets les efforts, je mets le temps nécessaire pour m'améliorer à chaque jour. Tu veux apprendre à connaître des gens, tu veux parler à du monde de hockey quand tu es capable pour essayer de t'améliorer. Puis, tu sais, cet été, je suis chanceux, honnêtement. J'ai eu dans plein de situations, j'ai eu la chance de parler à des gens de hockey puis, tu sais, je sors le petit notepad, puis je prends des notes. Puis, tu sais, des fois, c'est subtil, c'est des petites choses, mais c'est ça qui te rend meilleur à chaque année. Tu sais, c'est évident complètement que, il y a 4 ans, je suis arrivé, j'avais jamais coaché, mais là, ça a été un peu, j'avais de la broue dans le toupette un peu au début, là, tu sais, mais je suis un meilleur coach à chaque année. Puis, tu sais, tous les coachs vont dire ça. Mais, tu sais, à chaque semaine, à chaque jour, j'essaie de trouver des petites choses pour m'améliorer dans le fond, au bénéfice de nos joueurs, de notre équipe, mais ultimement, tu sais, aussi pour moi individuellement. Kev, as-tu d'autres questions avant qu'on passe en rafale, vu que Félix doit quitter? Non, je pense que ça fait le tour. On peut passer aux questions en rafale. Ouais, hein? Fait que je te laisse expliquer à Félix comment que ça procède, les questions en rafale. C'est ça. Vers la fin, là, avec de l'entrevue, on te pose 5 questions en rafale, choix de réponse. Puis tu peux développer un peu si tu veux, sinon ça peut juste être short and sweet. Puis les choix de réponse, puis ta réponse, ça va être vraiment selon toi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Puis c'est selon ta compréhension de la chose. Là. OK, parfait. Vas-y, Jeff, je te laisse commencer. Un mot pour décrire un bon coach. Je vais dire respectueux avec tout le monde, le staff, les joueurs. Peu importe, tu sais, je peux être fâché après tout. Mais on dit fâché. Souvent, Yann, il dit, je suis pas fâché pour vrai. Tu sais, je peux... tu comprends? Tu sais, je peux... mais... Tu sais, après ça, tu sais, surtout dans le monde d'aujourd'hui, il faut que tu sois capable de reprendre le jeune puis de reparler. Puis c'est évident que c'est pas tout. Tu sais, quand tu coaches, là, c'est pas tous les joueurs qui t'aiment. Ça, c'est évident. C'est tous les coachs du monde, c'est souvent comme ça. Mais il y a une différence entre le coach, je ne l'ai pas aimé parce que ci, parce que ça, mais il a tout le temps été correct avec moi, c'est une bonne personne. Selon moi. J'adore ta réponse. Ouais. Là, je vais te demander de compléter une petite phrase bien facile. Un meneur, un leader, c'est quelqu'un qui est rassembleur, je pense. Qui, comme j'ai parlé, qui s'assure que tout le monde est bien, tout le monde va bien. Choses comme ça, hein. Le plus beau vestiaire dans lequel tu as évolué. Je parle pas de la beauté du vestiaire, mais du groupe, là. Ah, ben là, je vais dire à Rwanda en 2019, là. Ouais, yeah. Gagner la Coupe du Président comme joueur ou comme entraîneur? J'y ai pensé, hein, mais je vais dire comme coach parce que tu as comme un peu le mix des deux, parce que quand tu joues, t'es plus
Moi, faut que je joue bien. Puis là, quand tu coaches, c'est un peu plus. T'espères que ça fonctionne. Tu Ouais. as moins de contrôle. Donc, lorsque ça arrive, c'est. Puis tu vois les gars que ça fait 3-4 ans ensemble qui sautent dans les bras, puis qu'ils pleurent, puis qui sont. Puis même chose, toi, avec le coaching staff, tu sais, l'organisation, tu vois tous les efforts que tout le monde a mis. Fait que j'ai l'impression que tu as un regard plus extérieur, mais ça rend ça plus spécial, je pense. Ouais. Puis la dernière, et non la moindre, celle que je pose à tous les invités, c'est qui le plus grand leader que tu as côtoyé? Raphaël Harvey-Pinard. Ça, c'est facile pour moi. C'est un de mes meilleurs chums, mais ultimement, c'est pas mon chum parce que c'est pas. C'est pas juste de la chance. T'sais, souvent, les gars à qui tu t'entoures, c'est des gars qui te ressemblent. Puis j'ai tellement appris de lui. Puis c'est tellement. Je vous dis, c'est exceptionnel. Puis il s'en rend même pas compte. Là, il fait pas ça pour les Kodak ou les. Mais c'est incroyable, ce gars-là, comment que c'est un leader sans le savoir. Puis tantôt, un bon leader, c'est quoi? Je pense qu'il lead sans le savoir un petit peu. Je pense que c'est. Il n'y a pas meilleur que lui. Ah, il a l'air humble, ça a l'air, comme on disait tantôt, une bonne personne. Puis en plus, tu sais, juste un petit fun fact, je pense qu'il livre de la pizza dans ses off-season pour sa pizzeria familiale. Je trouve ça fascinant. Ouais, ben, je sais pas s'il le fait encore, mais tu sais, lui, dans le COVID, quand on n'avait pas, la Ligue américaine ne jouait pas, il faisait du Uber Eats. Ah, ouais, je m'en souviens. C'est hot. Un peu comme Jack qui travaillait au Costco, là, mais lui, il faisait ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un gars terre à terre. Puis, non, vraiment, là, j'ai été chanceux de le croiser à Rouen. Puis, à cette heure, il demeure à Chicoutimi, donc il habite à 20 minutes de chez nous. Donc, on essaie de se voir le plus souvent possible, c'est sûr. Yes, sir. Hey, Félix Bibeau, sérieusement, on en aurait pris plus, mais faut que tu t'en ailles, passer des entrevues, puis ça a été grandiose ton passage chez les meneurs. On t'en remercie 1 million de fois, mon ami. Ben, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir été là, puis c'était très le fun. Fait que merci à vous autres, les gars. Puis écoute, Félix, merci beaucoup d'être passé au meneur, puis on se fait la promesse de se rejaser dans 10 ans quand tu vas coacher derrière un banc de la Ligue nationale. Parfait. Excellent. Bon, c'est un rendez-vous. Merci, les gars. Hey, merci, Félix. Bye bye. Salut. Kevin? Oui, je suis là. OK, parfait. Hey, ça a été vite, hein? Oui, mais vraiment beaucoup de choses intéressantes. C'est vraiment, je pense qu'il a la bonne attitude. Il va aller loin, ce cher Félix. Ouais, j'ai toujours eu des astis de bons mots à son égard, sincèrement, lors de son passage à Rouen. Il est assistant capitaine aussi, puis lui aussi, c'est un asti de bon leader, puis un asti de vrai. Fait que je suis persuadé qu'il va atteindre ses objectifs parce qu'il croit à l'intérieur de lui. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai trippé, puis il m'a donné des frissons. Fait que ça, là. Ah, puis il est audacieux, honnêtement. Ben, pas audacieux de la mauvaise façon, mais tu sais, il a pas peur de prendre des risques. Tu sais, c'est lui qui a demandé à André, hey, t'as-tu de la place pour moi pour un camp en Utah? Tu sais, je pense que c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, il a la bonne attitude, puis ça va l'amener loin. Là. Puis comme on s'est fait la promesse de se rejaser dans 10 ans quand il va être coach dans la Ligue nationale, puis c'est sûr que ça va arriver. Là. Je vous le dis tout de suite, c'est sûr que ça va arriver. Ben oui, Christy, absolument. Puis moi, j'ai aimé, tu sais, t'es couché dans un lit, puis tu te sens plus bien, puis t'appelles Yannick Jean, puis tu dis, hey, j'aimerais ça qu'on se parle. Là. Ouais. Tu sais, ça, là, c'est du leadership à un haut niveau. Fait que vraiment content d'avoir jasé avec Félix. Kev, on s'aligne à la dernière minute de jeu. Oui, puis je suis vraiment excité parce que on a eu quelques joueurs qui ont joué dans le show, mais là, lui, ça a été un régulier, si on peut dire, dans la Ligue nationale, notre prochain invité. Ouais, ben il a joué 269 matchs dans le show. Là. Pour vrai, c'est beaucoup 269 matchs dans le show. Ouais. Puis aujourd'hui, ben il est analyste du côté de Columbus. Ouais, puis au podcast de Martin Lemay, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Puis BPM Sport, puis 5 à 7 à RDS. Donc, c'est un gars c'est un gars qu'on voit souvent qui s'appelle Jean-Luc Grandpierre. Il a un seul défaut, Kev. C'est quoi? Il a joué pour les Foreurs de Val-d'Or. On fait pas de discrimination, on a eu Oli la tendresse aussi. Oui, je le sais, mais j'aime ça agacer le monde vu que moi, ben, je suis un husky étant de Rouen, mais non, j'ai vraiment hâte de jaser avec Jean-Luc, une personne formidable, sérieusement, un être humain de haute qualité.
Oui, vraiment. Puis ça n'a pas été long qu'il a dit oui pour l'invitation. Donc, on est vraiment choyés d'avoir des beaux individus comme ça qui passent au meneur. Tu sais, je le dis probablement à chaque fin de show, mais moi, je suis dans la gratitude à côté de ce qu'on vit, Jeff. C'est vraiment unique. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. De ce temps-ci, je commence à y croire. L'évolution des meneurs qui a complètement explosé. Au début, j'étais comme, Chris, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je catchais pas comme là. Mais là, je commence tranquillement à me dire, OK, c'est vrai, là, c'est là, ça se passe pour de vrai. Fait que merci de faire partie de l'aventure des meneurs, Kev, Callis. Ouais, merci à tout le monde qui nous écoute sur les nombreuses plateformes Facebook, Instagram, TikTok, puis pour les shows complets, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Merci de nous envoyer de l'amour, puis j'espère qu'on vous le rend. Et fidèle à nos habitudes, peace tout le monde.